on a fait un petit déj assez innovant pour une fois, parce que Cécile de chez SantéVet va diffuser la conférence en Facebook Live sur la page de la cuisine du web. N'hésitez pas, si vous avez des interventions, à parler haut et fort pour poser des questions. On fera juste la conférence. Delphine de chez Seb va nous présenter tout ce qu'il faut savoir en substance, en étant orienté vraiment sur l'e-commerce. Et puis je vais laisser Mickaël, l'organisateur des petits déjeuners, parler un peu plus des petits déjeuners, Jean-Louis de la cuisine du web. Merci d'être venu tout à l'heure. Donc merci bien, oui, d'être présents tous, aussi nombreux aujourd'hui. Je vous dis un tout petit mot sur les petits déjeuners. Ça a été créé il y a plus de 3 ans avec notamment un comparse, Monsieur Roche, ici présent. C'est une belle aventure. L'idée, c'est une fois par mois que les responsables directeurs e-commerce digitaux se rencontrent en mode, alors une expression un peu galvaudée, mais réelle pour les petits déj. C'est en mode no bullshit. L'idée, c'est de se retrouver, d'échanger sur les thématiques propres au e-commerce ou au digital. Et donc voilà, entre nous, un moment privilégié à échanger à bâton rompu. Donc on aimerait aussi que ça réagisse par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc toutes les sociétés qui ont un peu d'expérience dans le e-commerce ou le digital sont les bienvenues. On fait partie de la cuisine du web. Pour une adhésion éventuelle, etc., c'est très simple, le tarif est minime, donc tous les renseignements sont sur la cuisine du web, ou alors vous venez nous voir directement. Quoi qu'il en soit, tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut proposer des thèmes à travailler ou à échanger. L'idée, c'est vraiment de faire des moments propres aux thématiques e-commerce et digital, en toute simplicité. Qu'est-ce que je voulais dire? Jean-Louis de la cuisine du web va nous dire quelques mots sur la cuisine du web. Oui, non, même pas, j'avais juste une toute petite question. Il y a une dizaine de jours de ça, on organisait Blend Web Mix, une grande conférence. Est-ce que l'un d'entre vous, est-ce que plusieurs personnes parmi vous sont venues à Blend Web Mix? Je me décale un petit peu. Et si oui, est-ce que vous voulez bien lever la main? Cool. Alors, tous ceux qui ne sont pas venus, n'hésitez pas à m'en parler, que je comprenne pourquoi vous n'êtes pas venus, parce que clairement, vous auriez dû y être. Et donc, c'est qu'on a raté notre cible. Donc, avec plaisir pour en discuter. Merci. Et juste un petit détail technique pour ceux qui voudraient aller aux toilettes. Vous prenez la porte, couloir de gauche et deuxième à droite. Voilà, pour ceux qui font besoin pendant la conférence. Donc là, on a une bonne heure devant nous. L'idée, c'est que Delphine nous présente le sujet de la matinée. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas, peut-être une première partie un peu plus formelle. Mais bon, s'il y a des questions, je pense que avec plaisir. Et puis, quoi qu'il en soit, la deuxième partie, il y aura sans doute plus d'échanges encore. C'est bon, Delphine? Allez. Alors bonjour à tous, je vais juste me présenter rapidement. Delphine Girard, je suis Data Privacy Coordinator au sein du groupe SEB que j'ai rejoint au mois de septembre cette année, donc c'est tout récent. L'idée c'est, comme des nouveaux postes qu'on voit aujourd'hui, d'accélérer et de coordonner tout ce qui est mis en conformité GDPR au sein du groupe SEB. Et auparavant, je travaillais chez Deloitte où j'étais notamment correspondant informatique et liberté pour l'ensemble des sociétés du réseau. Ça c'était juste pour vous expliquer le contexte qui faisait que je me retrouvais devant vous aujourd'hui. L'idée, c'est de vous faire un petit récap. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop théorique. J'ai essayé d'orienter la présentation pour qu'elle soit la plus pratique possible et que vous repartiez avec quelques outils et un peu une roadmap à déployer dans vos contextes divers. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses où je pars trop dans mes travers de juriste et j'embrouille un peu tout le monde. Alors déjà, GDPR ou RGPD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Règlement général sur la protection des données personnelles, donc RGPD en français et GDPR, Global Data Protection Regulation en anglais. Ce sont des règles qui s'appliquent au traitement des données personnelles. Est-ce que tout le monde est au clair là-dessus, sur ce qu'est la donnée personnelle par rapport à de la donnée, par exemple, confidentielle? Alors, en gros, voilà, la donnée personnelle, c'est la donnée qui va permettre d'identifier ou qui rend identifiable un individu.
Donc c'est évidemment vos noms, prénoms, ça va être aussi votre matricule si on a un tableau de correspondance, ça va être votre adresse postale si vous êtes la seule personne à habiter sur ce lieu, mais ça va être aussi sous certaines conditions votre adresse IP par exemple. Il faut bien la distinguer de la donnée confidentielle. Parce que dans une entreprise, on a de la donnée confidentielle. Par exemple, mais quand on publie ses comptes, les comptes avant qu'ils soient publiés, c'est hautement confidentiel, mais ça n'a rien de personnel. Ce règlement-là, il traite de la protection des données personnelles. Donc déjà, ça, c'est pour réduire un petit peu le champ d'application. Quand ça, vous devez le savoir, ça a été adopté en avril 2016 et du coup, ça va entrer en application le 25 mai 2018, d'où l'excitation ambiante sur le sujet. Nécessité de se mettre en conformité sur tous les traitements donc, que vous mettez en place aujourd'hui, que vous mettrez en place à l'avenir et à compter de mai 2018, mais aussi sur les traitements d'ores et déjà en place. Donc ça, j'y viendrai sur ce critère de temporalité. Sur le où, il y a une vraie nouveauté qui peut vous concerner spécifiquement. Ce règlement, il s'applique aux responsables de traitement et aux sous-traitants d'un traitement de données personnelles qui sont basés au sein de l'Union européenne, mais il y a aussi un critère de ciblage. C'est-à-dire que ce règlement s'applique dès lors que des résidents européens sont ciblés, quel que soit le pays dans le monde où l'entreprise est basée. Je vous donne un exemple, un site de e-commerce qui serait émis par une société américaine hébergée aux US, mais dont la cible serait de potentiels clients européens, se verrait contraint à la réglementation GDPR. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la genèse du règlement, et ça il faut bien le comprendre, c'est clairement de toucher les GAFA, donc les Google, les Facebook, les Amazon et compagnie, pour dire ben voilà, aujourd'hui c'est un peu des superpuissances internationales et on ne sait pas comment protéger les données de nos citoyens européens par rapport à ça. Le pourquoi? Il y a un renforcement des droits des personnes. On responsabilise les acteurs en tant qu'entreprise, et là je vais particulièrement m'attarder sur ce point puisque vous en tant qu'entreprise c'est ce qui vous intéresse, et on unifie la réglementation dans différents pays. Ça c'est l'enjeu aussi de ne pas avoir une protection de la donnée à plusieurs niveaux qui manque de cohérence. Comme c'est un règlement, il est d'application directe. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais en gros une directive ça a besoin de loi pour l'adapter dans les pays, tandis qu'un règlement s'applique directement. Ça ne veut pas dire que le règlement n'a pas prévu des zones, entre guillemets, d'ombre qui sont laissées à l'appréciation des pays. Donc il va y avoir par pays des lois complémentaires à ce règlement sur certains points spécifiques du règlement, mais en tout cas il va s'appliquer directement. Et donc des droits et obligations renforcés avec quelques grandes notions là qu'on va aborder et qui me semblent clés ce matin. Encore une fois, si ces sujets-là sont maîtrisés, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on zappe certains points. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tout le monde parle de GDPR et que tout le monde va vous proposer la mission de conseil extraordinaire qui va vous permettre d'être 100% conforme à Horizon mai 2018? C'est ça. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on était à des sanctions de 150 000 € d'amende et 300 000 € en cas de récidive. De même, pour des infractions dites mineures, on est à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial d'un groupe. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la plus haute des deux qui sera retenue. Évidemment, on ne va pas voir le 26 mai 2018 le régulateur arriver et sanctionner. Il reste dans une optique d'accompagnement et de mise en conformité. Par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces sanctions-là, demain, elles seront dissuasives. Quand Facebook a 150 000 € d'amende de la CNIL, c'est comme pour vous d'avoir un PV de stationnement parce que vous n'avez pas mis de ticket, voire moins à l'échelle de Facebook. Donc l'idée, c'est voilà, vraiment d'avoir un côté dissuasif et de toucher aussi les grands groupes. Donc dans ces infractions mineures, est-ce qu'elles vous parlent toutes ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu nébuleuses sur ce qui peut, la non-conformité qui peut amener à l'infraction? Ou est-ce que vous voulez qu'on les passe tout en revue Oui. Alors, le registre des activités de traitement, si on commence par le haut, j'y reviendrai plus tard, mais vous avez l'obligation de tenir à jour un registre avec tous les traitements de données personnelles que vous réalisez. Alors en général, quand on dit ça, ça fait très peur. Il faut avoir une vision macro, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque fois que vous envoyez tel fichier qu'il faut mettre une ligne dans le traitement. Le règlement prévoit un certain nombre de champs à renseigner et
quand on dit vision macro, c'est-à-dire que le traitement dans sa globalité est envisagé. Si vous réalisez 20 fois, par exemple, le même transfert de données ou le même process, ce sera une ligne dans le traitement. L'intérêt de ça, c'est d'être exhaustif, c'est-à-dire qu'il faut renseigner toutes les informations et, par exemple, les destinataires. Je vous donne un exemple tout bête, un traitement RH. On fait tel traitement aux fins de gestion de notre SIRH en interne. Et ces fichiers sont ensuite envoyés à des fins de remplir des obligations légales et réglementaires à la CPAM, à l'URSSAF, etc. Là, il faut vraiment avoir sur cette ligne une vision macro du traitement, mais exhaustive. La bonne nouvelle, c'est que ce recensement des traitements, que vous devrez tenir à jour, fait qu'il n'y aura plus de formalités déclaratives vis-à-vis de la CNIL. Donc on y viendra tout à l'heure, mais le accountability, c'est notamment ça. C'est vous qui devez documenter votre conformité en interne. La notification d'une violation à l'autorité de contrôle, on en parlera tout à l'heure. Le PIA, c'est le Privacy Impact Assessment. Donc vous avez dû entendre parler de Privacy by Design et on va y venir. Le Privacy Impact Assessment, c'est le Privacy by Design ++ pour les traitements qui présentent un risque élevé. Je vous en parle tout de suite après. La nomination d'un DPO. Alors, ça c'est un vrai sujet. Sachez qu'elle n'est pas obligatoire dans tous les cas. On viendra sur les cas d'obligation ou pas. Aujourd'hui, la position de la CNIL et des régulateurs européens est claire. Si vous avez un doute sur le caractère obligatoire ou non, nommez un DPO. Si vous n'avez pas de doute, on vous conseille de nommer un DPO. Voilà. Globalement, c'est ça l'approche. Le recueil du consentement, donc ça c'est un point clé aussi, et on va y revenir dessus un peu plus tard. Ça, ce ne sont que les infractions mineures, donc. On arrive ici aux infractions majeures. Donc, information de la personne concernée qui n'a pas été correctement donnée, droit d'accès, l'exercice des droits d'accès, ça aussi, je rentre un peu plus dans le détail tout à l'heure. La licéité du traitement, donc ça, c'est aussi qu'on n'a pas collecté les données sous la menace ou sous la contrainte. Ça paraît tout bête, mais c'est important que ce consentement ait pu être donné librement et que le traitement soit licite. Le non-respect d'une injonction, ça c'est une injonction du régulateur, et les transferts de données hors UE. Donc ça, il y a vraiment la vision de je fais des transferts au sein de l'Union européenne et je fais des transferts hors de l'Union européenne avec les mesures de protection qui sont mises en place. Il y a un point qui est important par rapport à ça. Bien souvent, moi, on me répond oui, non, mais c'est bon, je ne transfère rien en dehors de l'UE. Sachez qu'un accès en lecture simple est un transfert de données hors UE. Donc, une maintenance ou un backup qui est fait depuis un pays hors UE est un transfert de données hors UE. Voilà. Juste pour vous amener chacun à réfléchir à quel traitement hors UE vous faites. Et donc là, on est à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel. Les données qu'on peut envoyer à Google Analytics Alors, sur notre site internet qui part dans un serveur hors UE. Alors ça, on y viendra tout à l'heure. Moi, mon approche, c'est de dire, vous êtes responsable de traitement et vous confiez à Google Analytics une mission, entre guillemets. Donc, vous êtes censé avoir un accord avec Google sur la protection de ces données-là. Mais là, c'est plus effectivement les transferts que vous allez faire. Enfin, par exemple, moi, je sais que dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bien souvent, on allait me dire ah non, mais en fait, moi, j'envoie rien aux États-Unis. Et en fait, on se rendait compte que pour tel logiciel sur lequel on avait acquis une licence, et le backup se faisait aux États-Unis ou au Japon ou quoi que ce soit. Donc c'est avoir cette conscience-là. De toute façon, avec Google, pour vous répondre, vous n'avez pas de marge de négociation. Mais par contre, les GAFA sont aussi soumis à ces données-là. Donc c'est des données ciblées résidents européens, donc ils doivent mettre en place ces mesures de protection. Je vous laisse imaginer 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de Google. Ce que ça donne en termes de sanctions. L'idée, c'est aussi de vous alerter là-dessus. On n'a pas qu'un risque de sanctions pécuniaires. Et ça, on peut penser aujourd'hui raisonnablement que ça n'arrivera pas comme ça en une visite de la CNIL qui trouverait qu'on n'est pas conforme. Mais on a un certain nombre d'autres risques. Donc on a un risque pénal avec des peines de prison et des sanctions pénales. On a un risque réputationnel, et ça c'était déjà vrai aujourd'hui avec la loi informatique et liberté. Je ne sais pas si par exemple vous aviez entendu parler de l'affaire Academia.
Voilà, en gros, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Acadomia s'était fait épingler parce qu'ils avaient fait des commentaires très subjectifs sur les élèves qu'ils accompagnaient dans le cadre des cours de soutien scolaire et leurs parents. Des commentaires du type mère alcoolique, père illettré, famille de cas sociaux, enfin des choses assez dures en termes de jugement. Quand cette sanction a été publiée, parce qu'effectivement ces données n'avaient pas en soi à être collectées, le fait de dire famille en difficulté, ça pouvait donner une information sur le contexte lié à cet enfant et à cet élève-là, mais les commentaires allaient beaucoup plus loin, ils n'avaient pas besoin d'être collectés ainsi. La réputation d'Acadomia en a pris un coup, donc depuis ils ont lancé un certain nombre d'actions correctives, mais ayez ça en tête, voilà. Si demain vous êtes sanctionné, c'est aussi votre réputation et votre éventuelle position d'affaire de confiance qui peut être mise à mal. Et alors il y a un risque fonctionnel, et ça c'est peut-être le point principal sur lequel je vais vous alerter, c'est que si le régulateur, suite à une plainte ou suite à un audit en interne, considère que votre traitement n'est pas conforme au GDPR, il peut suspendre le traitement. Et alors là, c'est compliqué, parce qu'à l'échelle d'un site de e-commerce, ils peuvent nous dire « Attendez, stop, là on arrête tout, ça ne va pas du tout, on n'est pas du tout conforme. » Donc ça aussi, ce ne sera pas fait comme ça du jour au lendemain, mais ayez ça en tête. L'idée, c'est pas du tout de vous faire peur, c'est juste de dire « On ne sera pas parfait sur tout. » Je pense que quasi aucune entreprise ne sera 100% en conformité à horizon mai 2018. La présidente de la CNIL le dit, tous les experts le disent. Simplement, il faut montrer de la bonne volonté et avoir un plan d'action et une feuille de route claire sur la mise en conformité. Et ça, voilà, les cas de suspension ou d'arrêt d'un traitement, je pense que c'est typiquement les cas de non-coopération avec les régulateurs et parfois, dans certains domaines, se sentir un peu au-dessus des lois et du coup ne pas vouloir coopérer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce stade? Ça va? Alors, on arrive ici sur une première notion. J'ai juste 3-4 slides sur des notions clés du règlement pour être sûr que vous les compreniez bien. Accountability, on en parle partout. L'accountability, c'est l'idée qu'aujourd'hui, alors en français, c'est traduit par l'autonomisation des entreprises, qui est un mot que je trouve pas très joli. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, vous n'êtes plus en train de faire des déclarations à la CNIL et de vous dire, c'est bon, j'ai fait ma déclaration, je suis tranquille, la CNIL est garant de ma conformité. C'est de dire, je documente en interne tout ce que je fais et je mets en place les mesures organisationnelles et les mesures de sécurité pour être capable de prouver ma conformité. Alors ça, c'est un premier point d'alerte. Vous ne serez pas parfait, le groupe SEB ne sera pas parfait, aucune entreprise ne sera parfaite en mai 2018 en termes de conformité. Par contre, tout ce que vous faites en termes de choix, documentez-le. Gardez des notes, gardez des écrits et le pourquoi des prises de décision. On a fondé notre traitement sur ça ou sur ça, voilà pourquoi, voilà l'analyse qu'on a fait. Il n'y a pas besoin de faire des mémos de 10 pages, mais gardez une trace de tout. De manière à ce que, si demain le régulateur vient vous voir, vous soyez en mesure de dire, ben voilà, nous aujourd'hui on a pris cette approche-là parce que. Et ça c'est un point qui est très très important. Est-ce que ça vous paraît clair, juste le accountability à ce stade? Le recensement des traitements dont je vous parlais tout à l'heure, c'est exactement ça en termes de logique. Et donc ça pose clairement sur les entreprises une responsabilité accrue. La deuxième grande notion, c'est le privacy by design. Alors ça aussi, ne vous effrayez pas, c'est rien de compliqué. C'est juste de dire, demain, vous lancez un nouveau site de e-commerce, vous lancez un nouveau projet, et bien, vous allez valider les aspects budgétaires, vous allez valider une orientation stratégique, et tout ça en amont du démarrage du projet. Et bien, dites-vous qu'à ce moment-là, vous allez aussi vous occuper de la protection des données personnelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus ou pas dans du rafistolage a posteriori de dire « Ah, au fait, là, j'avais pas de mention CNIL, j'avais pas de recueil du consentement, j'avais pas fait ça, j'avais pas fait ça, et du coup, je le fais a posteriori. » Il faudra qu'en amont de votre projet, on soit sûr qu'on a envisagé la question de la protection des données personnelles. Donc, depuis la conception d'un produit ou d'un service, il faut vraiment l'envisager comme un processus qualité. Ça veut dire considérer la protection des données personnelles, la sécurité des données aussi tout au long de la vie du cycle de la donnée et la conformité avec les grands principes. Un principe tout bête, la minimisation. C'est un principe qui parle de lui-même. Minimisation, qu'est-ce que ça veut dire?
je ne collecte que les données strictement nécessaires à mon traitement. Je lisais un article qui donnait un exemple là, un site marchand qui vend des fleurs, qui fait de la livraison de fleurs à domicile. Il vous demande votre date d'anniversaire. Ok, c'est peut-être pour vous faire bénéficier ce jour-là d'une réduction. C'est lié à son activité. Un autre site qui vous vendrait je ne sais quoi, mais qui soit moins quelque chose qui soit associé à l'univers du cadeau, n'aurait pas, dans le même contexte, à collecter votre date d'anniversaire. Ça, c'est un travail tout simple que vous pouvez chacun faire, et il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour ça. Vous dire, ok, là, est-ce que je collecte que la donnée qui est strictement nécessaire? Un exemple tout bête, qui ne me concerne pas directement, mais j'organise une réunion plateau repas. Savoir que telle personne mange halal, ou mange kasher, ou mange végétarien, on n'en a pas besoin. On a besoin de savoir le nombre de plateaux kasher, le nombre de plateaux halal et le nombre de plateaux végétariens. Voilà, c'est une approche de dire, moins je collecte, plus je maîtrise mon risque. Et ça, vous serez assez surpris. Je pense qu'on peut faire l'exercice partout. Et on a tendance, par usage, à collecter des données qui ne sont pas strictement nécessaires. Des fins statistiques, c'est quelque chose qui peut être justifié, par exemple? Alors, complètement. Les fins statistiques, la donnée doit être anonymisée. Donc, l'anonymisation, il faut avoir en tête que c'est quelque chose d'irréversible. Moi, j'entends parfois des gens me dire « Mais là, on pourrait anonymiser, puis le jour où le consommateur revient vers nous, on désanonymise. » Mais non. Non, parce que ce n'est pas de l'anonymisation dans ce cas-là, ça peut être de la pseudonymisation. Mais en tout cas, alors, les fins statistiques, c'est justifié, on peut le faire. Par contre, pour des données statistiques, on n'a pas besoin de données personnalisées et on peut les anonymiser aux fins de réalisation de nos statistiques. Ce qu'il faudra juste faire, c'est éventuellement dans votre recueil du consentement, le mentionner au consommateur. Ça, c'est une approche comme une autre. Vous pouvez le mentionner ou vous pouvez choisir de dire, comme c'est de l'anonymisation et que c'est des fins statistiques, à partir de ce moment-là, les données ne sont plus personnelles. Il y a les deux approches qui sont valables. Donc, on arrive au Privacy Impact Assessment, la question que vous nous posiez tout à l'heure. Privacy Impact Assessment, c'est l'idée d'un véritable assessment, d'une évaluation du niveau de risque d'un traitement. Toujours pareil, on se place by design, donc avant la mise en place. Si vous avez des exemples d'ailleurs à partager, j'allais dire, je n'ai pas forcément d'exemples pertinents à vous donner sur ce cas-là. Je vais vous en donner un à l'échelle de l'entreprise. Un grand groupe décide de refondre son système SIRH. D'après les experts et d'après ce qu'on peut lire, ce serait un traitement qui présenterait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Pourquoi? Du fait du volume de données et de la sensibilité de certaines données aussi, parce que des problématiques liées à la santé peuvent être englobées, etc. Mais posez-vous la question, alors aujourd'hui, risque élevé, on n'a pas de critères clairs pour dire attention, ça c'est risque élevé, ça c'est pas risque élevé, mais bien souvent, c'est ce qu'on peut retenir d'ores et déjà, c'est le volume de données et la nature des données. Vous avez un système dans lequel, de par votre fonction, vous ne collectez que des données de santé. Vous pouvez d'ores et déjà considérer que c'est un risque élevé. Et alors là, vous allez être accompagné avec le régulateur, parce que déjà la CNIL propose un modèle de Privacy Impact Assessment avec des grands critères à remplir. Le PIA, ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau à remplir. Il y a pas mal de travail, parce qu'il faut aller un peu au fond des choses et se creuser un peu la tête, et puis c'est quelque chose qui est assez transverse. Le marketing va travailler avec des gens plutôt profil juridique, plutôt des gens profil IT. Donc en fonction de comment vous êtes structuré dans vos différentes entreprises, il y a ou pas des personnes référentes sur tous ces sujets-là. En tout cas, voilà, chacun va se mettre en commun pour identifier le risque et du coup mieux le maîtriser. C'est vraiment une évaluation. Et quand il apparaît qu'il y a effectivement un risque élevé, vous allez pouvoir échanger avec le régulateur pour qu'il vous donne ses préconisations sur est-ce que je peux bien mettre en place ce traitement et comment faire pour qu'il soit moins risqué. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là ou d'autres? Non, c'est bon. Est-ce qu'on aura le droit d'utiliser, de récupérer notre
présentation. Oui, oui, bien sûr. J'allais le dire parce que je vois qu'il y avait plein de personnes qui prennent des notes, mais je vous l'enverrai sans problème. Le Data Protection Officer. Donc, DPO, vous en avez entendu parler. Vous avez peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu des réflexions dans vos différentes structures? Est-ce que vous avez déjà nommé un DPO, déjà validé le fait que vous en nommerez un, ou au contraire choisi de ne pas en nommer? Alors oui, quoi. Oui, on a nommé un DPO qui est le service informatique. D'accord. Personne de la DSI qui prend en charge et qui a pris des feuilles de route livrées par la CNIL et qui en défend ces différents éléments. Donc très en avance. C'est bien. C'est pas vraiment dans le juriste. On a fait un choix conjoint, puisque c'est ici la conformité. Alors nous, on a fait un choix conjoint, puisque c'est un chef de projet conformité, mais avec la DSI. D'accord. Contrôle interne, puisqu'on est dans le groupe. D'accord. Alors, à la question, est-ce qu'il faut que ce soit un juriste? Il n'y a pas de bonne réponse. À l'époque, on disait que le correspondant informatique et liberté, il fallait que ce soit le mouton à 5 pattes. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui ait une parfaite connaissance de la législation, qui en même temps ait des bonnes compétences en termes d'IT, qui en même temps ait une approche compliance et gestion de projet. Bon, ces personnes-là, bien souvent, elles n'existent pas. La seule préconisation qu'on peut vous donner, c'est effectivement, en fonction de votre organisation, choisissez la personne qui vous semble pertinente. Et ce qui est très important, et ça, on n'alertera jamais assez là-dessus, c'est que le DPO a besoin de temps et de moyens. Un DPO tout seul, ça a beau être une personne brillantissime qui est à la fois ingénieur sécurité IT, juriste et je ne sais quoi d'autre, il a besoin de temps et de moyens et il a besoin aussi d'un soutien au plus haut niveau de la structure. Voilà, il faut que ce soit une volonté, il ne faut pas que le DPO ce soit quelqu'un qui travaille un peu dans son coin avec ses petits tableaux. Voilà, il faut vraiment qu'il puisse avoir une bonne visibilité en interne pour avancer. Il est forcément dans l'entreprise. Alors non, effectivement, ce que je mentionne un peu plus bas, il peut être mutualisé, donc entre plusieurs structures, par exemple, qui travailleraient dans le même domaine, ou entre plusieurs sociétés d'un même groupe, et il peut être aussi externalisé. Alors ça, c'est à vous de voir. Le SIL externalisé, ça peut être par exemple un cabinet d'avocats spécialisé avec une personne qui va jouer ce rôle de SIL, ça peut être des experts. C'est une question de moyens aussi, puisque tout ça représente un budget. Bien souvent, les entreprises choisissent un DPO internalisé parce qu'on a tendance à dire, bon, ça ne te dérange pas de prendre 30 ou 40% de ton temps pour être DPO, en plus de tout ce que tu fais déjà. Voilà, ça c'est le risque, mais je le comprends très bien et c'est ce que font beaucoup d'entreprises. Le SIL externe, ça peut être quelque chose de très bien parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a un regard un peu neuf sur votre organisation et un regard d'expert. Après, il y a effectivement une question de coût et de bien cibler avec ce SIL externe le contour de la mission. Voilà, comme dans toute mission de conseil ou d'accompagnement d'audit, voilà, être bien clair sur ce qu'on attend de lui et ce que lui va nous apporter en retour. Alors, juste, il y a 3 cas où c'est obligatoire. Secteur public, les activités, alors une activité de suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Une fois qu'on a dit ça, merci bien. Donc, par exemple, Facebook. Bon, ben, Facebook, ils font du suivi régulier de personnes à grande échelle. Posez-vous la question par rapport à vos cœurs de métier. Si vous êtes dans un site de e-commerce et que vous commercialisez, je vous dis n'importe quoi, des pièces détachées dans l'automobile, a priori, vous ne faites pas du suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Ceci dit, la frontière est assez ténue et là-dessus, je vous invite à vous reporter à tout ce qui est guidelines du G29. Alors, c'est un peu technique. En gros, le G29, c'est le groupement article 29 qui est en fait un groupement des régulateurs européens, donc CNIL et autres, qui édite un certain nombre de guidelines sur des thématiques clés du règlement. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu vous guider, de dire attention, le règlement dit ça, voilà comment il faut l'interpréter en gros. Et ensuite, donc tout ce qui est données dites sensibles ou condamnation pénale et infraction. Alors, données sensibles, il y a notamment les données de santé. Données de santé, c'est pas la commercialisation de compléments alimentaires vitaminés. Données de santé, c'est tout ce qui va toucher à la santé d'une personne.
Voilà, donc ça aussi, posez-vous la question. Je ne sais pas quels sont vos domaines respectifs d'activité, mais voilà, la donnée de santé, après tout ce qui est condamnation pénale et infraction, on est plus dans les domaines de la police, de la justice, etc. Donc je pense que vous concerne moins directement. Justement, tout à l'heure on discutait ça, le cas, je suis chez Solvit, Oui. donc c'est une société B2B, dont du chiffre d'affaires sur ça, et aujourd'hui on a développé des produits avec de l'IoT. Donc la part de ce business-là est faible par rapport au groupe. Par contre, obligatoirement, quand on fait de l'IoT, on a un certain nombre d'informations sur les users. Si je lis votre page en disant si leurs activités principales, c'est pas notre activité principale, les amènent à la réalisation des systèmes déversés à grande échelle, oui, de façon faite par rapport à la structure. Alors, je pense qu'elle est dans la voilà. J'allais dire, une question qui peut répondre à ça, c'est de vous dire, tout ce qui est développement IoT dans votre structure, est-ce que ça a vocation à prendre de l'ampleur et est-ce que c'est un virage que vous avez envie de prendre ou est-ce que c'est quelque chose de très, voilà, un petit point sur lequel on fait 2-3 recherches et puis on se pose quelques questions mais clairement ça n'a rien de stratégique pour l'entreprise. L'idée c'est ça. La CNIL vous répondrait, vous avez un doute, nommez un DPO. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon sentiment, il est que c'est compliqué de documenter. En fait, les définitions sont tellement larges que c'est compliqué de documenter pourquoi on ne nomme pas un DPO. Voilà. Sauf à vraiment être en dehors de... Effectivement, si on n'est que sur du B2B, qu'on ne collecte aucune donnée perso, qu'on n'a aucune donnée sensible et qu'on n'est pas dans le secteur public, on peut le défendre. Mais vous voyez, moi, la première fois que j'ai entendu parler du groupe SEB, je me disais, mais groupe SEB, quels sont les enjeux de data privacy au sein du groupe SEB? J'avais une vision de robots ménagers, de mixeurs pour faire de la soupe, je ne comprenais pas bien l'enjeu. Bon, mais en fait, groupe SEB, voilà, il y a énormément de problématiques de données personnelles, du fait du développement d'objets connectés, du fait de la relation avec les consommateurs qui est beaucoup dans la fidélisation comme beaucoup de grands groupes. Bon, il se trouve que le groupe SEB, comme tous les groupes électroménagers aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux de données personnelles, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, en tout cas dans une moindre mesure. Donc voilà, la préconisation, c'est si ça reste aujourd'hui une part infime de votre activité, vous pouvez peut-être ne pas nommer de DPO dans un premier temps. Vous pouvez aussi faire le choix de dire, pour l'instant on n'en nomme pas parce qu'on ne sait pas qui nommer, parce qu'on ne sait pas quelle va être notre démarche de mise en conformité et quels moyens on peut mettre en face. Je ne saurais que vous conseiller, pour moi le DPO c'est un aspect gouvernance, c'est avant même de commencer vos actions de mise en conformité. Le DPO, c'est un point de contact privilégié qui est structurant et qui va permettre de coordonner tout ça. Est-ce que c'est faisable ou pas à l'échelle de vos organisations? Vous seuls pouvez le dire. Une question sur la santé des personnes. Nous, chez Santévet, on a des informations sur les animaux, en l'occurrence, et depuis janvier 2015, au Code civil, l'animal est considéré comme un être humain et plus un meuble. Du coup, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Alors, je n'ai pas creusé particulièrement sur le sujet pour être honnête, mais en revanche, non, je dirais que le règlement, il parle vraiment de personnes concernées au sens d'individus, personnes physiques. Donc, je pense qu'on peut retenir l'approche selon laquelle l'animal n'est pas concerné avec ses données personnelles par le GDPR. Donc l'idée sur le DPO, c'est que c'est vraiment un chef d'orchestre qui va informer, conseiller, contrôler, suivre les analyses d'impact et coopérer avec l'autorité de contrôle. Ça, c'est aussi un point sympa. Vous avez demain la CNIL qui débarque. Bon, ben, vous avez un DPO. Alors, c'est pas sympa pour lui parce que vous allez aller voir monsieur le DPO ou madame la DPO, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un point de contact. Et du coup, si la CNIL a des questions, il y a aussi un échange qui peut se faire de manière assez fluide. Et il peut être accompagné par le régulateur, voilà, et ne pas être laissé tout seul. Il y a un sujet, c'est l'indépendance. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui puisse travailler de manière indépendante. Donc qui théoriquement puisse dire au PDG de votre structure, en fait, là non. Donc ça aussi dans la réflexion, posez-vous la question.
c'est de la théorie, hein, tout ça. Je ne suis pas sûre que ce soit facilement applicable au sein des groupes, mais l'idée, c'est de pas, par exemple, donc, si on considère le responsable de traitement comme le responsable de l'entité juridique, l'idée, c'est de ne pas être son N-1, parce qu'effectivement, en termes d'indépendance, c'est très compliqué de faire valoir des points de conformité sur lesquels on n'est pas d'accord, ou des préconisations fortes si la volonté de l'entreprise est autre. Ayez juste en tête dans votre réflexion cette notion d'indépendance. J'en ai fini sur le DPO. Est-ce que vous avez des questions complémentaires là-dessus? Oui. Sur la partie DPO, alors c'est certain que dans une entreprise, il est difficile d'être purement indépendant. Oui. Par contre, en termes de rattachement hiérarchique, parce qu'il y en a forcément un, est-ce qu'un DPO peut être rattaché à une direction juridique? Alors, est-ce qu'un DPO peut être rattaché à une direction juridique? Alors, on a eu ces réflexions en interne au sein du groupe et ailleurs. A priori, oui, du fait de la mission de compliance en fait, du groupe, où de toute façon, une direction juridique, elle a une mission de mise en conformité qui, de fait, l'oblige à être indépendante et oblige la structure à l'écouter, entre guillemets. Voilà, vous avez la loi Sapin 2 qui arrive, bon, mais c'est comme ça, il n'y a pas de négociation possible. Non, finalement, Sapin 2, nous, on va... Voilà. C'est comme ça s'applique. GDPR, c'est pareil. Donc oui, en revanche, si le directeur juridique reporte directement au CEO de l'entreprise et est nommé DPO, là c'est plus compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait des leviers intermédiaires qui permettent de garantir un peu cette indépendance. Cette question de l'indépendance, faites votre analyse et documentez-la. Parce que honnêtement, on pourra trouver dans tous les cas des conflits d'intérêts. Voilà, on pourra... il y a des entreprises dans lesquelles le CFO va être considéré comme un acteur de la compliance, du fait de tout un tas de nouvelles normes qui arrivent et qui s'appliquent à ces métiers. Et du coup, mais comme il n'est pas vraiment dans le marketing, pas vraiment dans la RH, pas vraiment dans l'opérationnel, bon, ben, le CFO peut être un acteur de la conformité. Et donc avoir ce rôle de DPO. Mais une personne de la direction juridique peut aussi. C'est vraiment inhérent à chaque structure. Pour vous donner une idée, j'en avais discuté avec une grande entreprise de conseil et d'audit. C'était un associé qui était à l'époque au rôle de CIL. Bon, alors on peut se dire, bah, du coup l'associé, comme il reporte au président, c'est compliqué en termes d'indépendance. Bon, mais il l'avait documenté pour que ce soit quelque chose qui soit accepté par le régulateur. Globalement, si vous nommez un DPO, il y aura plutôt de la bienveillance à votre égard. Même si on peut effectivement pas faire n'importe quoi. Alors, la notion de consentement, elle est clé, et je pense que là, elle va vous intéresser particulièrement. Les conditions du consentement, elles sont durcies avec le règlement. Donc, il faut que ce consentement, il soit libre, spécifique, éclairé et sans ambiguïté. Quand je dis OK pour ça, ou que j'ai une mention en bas d'un document, ou que je coche une case d'opt-in, on me dit toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. On ne va pas me dire on va faire ça avec vos données pour ensuite avoir 10 traitements annexes qui vont retraiter ces données ou les envoyer à tel ou tel destinataire. Il peut être retiré à tout moment. Alors ça, c'est un point clé sur lequel je veux vraiment attirer votre attention. Les données personnelles que vous collectez ne vous appartiennent jamais. La donnée personnelle, l'autre jour, j'ai entendu parler de patrimonialisation de la data. Pour moi, c'est anti-GDPR, ce genre de terme. Vous êtes propriétaire de vos données personnelles. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, la composition de votre famille, etc. Vous pouvez choisir de la communiquer en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais vous pouvez choisir de récupérer cette donnée à tout moment et de retirer votre consentement. Idem pour vos clients, idem pour vos consommateurs. Vous collectez de la donnée les concernant pour cibler vos offres, pour leur apporter une meilleure écoute, un meilleur service client ou je ne sais quelle finalité. Et ayez bien en tête que cette donnée ne vous appartient jamais. Donc dans vos systèmes, l'impact que ça a, c'est de dire si ce consentement est retiré, je suis en capacité d'effacer ces données et de montrer patte blanche à l'individu. Ça va à l'encontre d'autres lois. On doit pas présenter une facture pendant 10 ans dans l'achat. Alors, on a une garantie sur un produit.
ça ne va pas à l'encontre. C'est-à-dire que monsieur disait ça va à l'encontre d'autres lois, par exemple le besoin de conserver des données pour l'exercice d'une garantie ou pour la conservation d'une facture. Ça ne va pas à l'encontre, c'est si vous gardez les données, il faut le documenter. C'est-à-dire que, par exemple, la personne peut vous dire « je ne souhaite plus faire partie de votre base client » et vous allez à ce moment-là lui dire « très bien, nous effaçons vos données, par contre, telles données, nous avons besoin de les garder aux fins d'archivage pour répondre à une obligation légale. » Pour vous donner une idée, dans le domaine des ressources humaines, par exemple, quand un salarié quitte une entreprise, l'entreprise ne peut pas scratcher toutes ses données, parce qu'il y a des choses qu'elle a l'obligation de garder. Méfions-nous cependant de l'usage qui consiste à dire « ah non mais ça on garde parce que c'est légal ». Parce qu'hyper souvent je fais l'exercice de dire « ah bon c'est légal et c'est quel texte ?» Et là personne ne sait vous dire. Donc il y a effectivement des obligations. Voilà, vous avez une garantie sur un produit, ok, vous n'avez peut-être pas besoin de garder toutes les données liées à votre consommateur pour l'exercice de la garantie liée à son produit. Vous n'avez peut-être pas besoin de garder de données personnelles, mais simplement un numéro associé à ce produit-là. Je ne sais pas si c'est applicable ou pas dans votre domaine. Donc vous pouvez garder une partie des données, pas de données personnelles du tout, mais que des données anonymisées, voire toutes les données. Mais simplement, quand c'est pour répondre à une obligation légale, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai comme obligation en face? Trop souvent, l'usage prend le pas sur les dispositions légales, et là on peut venir vous embêter. Une facture, effectivement, ça ne peut pas être anonyme. Non, mais aux fins de conservation d'archives d'une facture pendant X temps, c'est tout à fait un argument valable. Voilà, il faut juste le documenter et savoir pourquoi. Parce que si la cliente demain vient chez vous, ils vont vous dire, mais donc ça répond à quoi? Okay. Si vous êtes au clair là-dessus, ils seront en capacité de l'entendre. Justement, si je continue dans ce point-là, c'est-à-dire soit la garantie d'un produit et on dépasse la garantie. L'objectif aussi, c'est de, quand vous avez un consommateur qui a une problématique avec un des produits, vous prenez l'information, vous traitez l'information, et ça permet aussi de suivre le produit même après la garantie. Et donc parfois de gagner du temps, de simplifier la vie du consommateur. Est-ce que ça, c'est. Est-ce qu'on peut se dire, on a passé la garantie, bon, maintenant on oublie la base web? Pour moi, il faudrait recueillir à nouveau le consentement du consommateur. C'est-à-dire quand le consommateur vous dit, écoutez, moi je voudrais que votre entreprise efface toutes mes données, vous allez l'alerter. Vous allez dire, ok, voilà ce que nous on vous propose, et voilà ce pourquoi on a besoin de vos données. Est-ce que par rapport à ça, vous êtes ok ou pas? Je suis d'accord qu'en termes du point de vue de l'entreprise, c'est pas toujours satisfaisant, mais il faut garder en tête qu'il a un droit de le faire. Et typiquement, au-delà de la fin d'une période de garantie, vous pouvez documenter le fait que pendant la garantie, vous gardez un certain nombre de données pour remplir votre obligation. En revanche, après la garantie, sauf à ce qu'il vous redonne son consentement, ou sauf à ce que le consentement initial mentionne que vous allez conserver les données pendant la garantie et au-delà à des fins de suivi de la relation client, il peut demander à les effacer. Aujourd'hui, si je prends le cas de sel, on vend à la distribution. Parce que la distribution n'a pas les noms des consommateurs, sauf quand on fait de la boutique. Les gens peuvent venir, ou pas venir, sans les connaître directement. Si j'achète un produit en distribution, je ne donne pas le nom de tous les consommateurs qui achètent des poils. Le consommateur achète une toile, un an plus tard, il vient, il y a un problème avec le téflon, il appelle le service consommateur pour donner des informations. 2 ans après ou 3 ans après, c'est plus garanti. Est-ce que vous en savez plus d'informations? Vous n'avez pas besoin de rebondir tous les jours? Alors nous, c'est une problématique qu'on a actuellement parce qu'effectivement, on a des données de consommateurs via nos sites de marque, même si ce ne sont pas des sites de vente en ligne. Et effectivement, il y a une durée de conservation au-delà de laquelle notre service consommateur efface la donnée. En l'occurrence, l'approche en ce moment, c'est de dire 3 ans après le dernier contact. Voilà. Par exemple, en revanche, s'il y a un contentieux en cours, ou si la personne vous demande d'effacer ses données, alors même que vous avez un produit qui est en cours au niveau du SAV. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le renvoyer à monsieur machin s'il m'a demandé d'effacer son adresse. Donc ça, il faut juste jouer la carte de la transparence. De dire, ok, on a effacé vos données, on comprend que vous ne voulez plus
faire partie de notre fichier de consommateur. En revanche, on est obligé de les garder pendant 3 mois, 3 mois ou 6 mois, ou je sais pas, le temps qui est nécessaire pour la résolution de ce cas qui est actuellement au SAV. Donc si on a un appel entrant d'un conso, si on lui pose la question, il faut s'appeler par un optique, soit par un mail, soit par quelque chose comme ça. Alors, ça on va en parler tout à l'heure, mais il y a plusieurs approches effectivement. Vous pouvez demander oralement le consentement, mais ça c'est toujours une question derrière de preuve, parce que le règlement vous demande de prouver que la personne a donné son consentement. Après, il y a des fonctionnements par mail, il y a des fonctionnements par site. Par exemple, il y a des sites sur lesquels vous créez un compte en ligne. Donc, par exemple, vous appelez le SAV, le service consommateur. Le service consommateur va saisir un certain nombre de données et peut considérer que le fait que vous les donniez au téléphone, c'est que vous concevez à ce que cette finalité-là soit utilisée. Et ensuite, effectivement, il faut prévoir un opt-in. Malgré tout, s'il passe une commande directe en ligne. Tout dépend de ce que vous faites de la donnée. Mais posez-vous la question, non, parce que ce que je veux dire, c'est qu'un appel au SAV n'a pas le même impact que l'inscription, la création d'un compte sur un site multimarque. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme preuve de consentement? Pareil, une case à cocher, on peut la cocher dans la base de données, ça sera pas une preuve. Qu'est-ce qui prouve qu'à part un envoi d'email? Alors, il y a une notion dans le règlement qui considère que la notion de ce que le client est légitimement en droit d'attendre de vous. Donc, en l'occurrence, vous pouvez vous dire, on a un système de plateforme téléphonique, on appelle le client, le client nous appelle, nous donne ses données, parce que la commande en ligne n'est pas en soi de la donnée personnelle. Dire qu'il veut acheter un robot, machin, voilà. Mais c'est les données périphériques que vous allez collecter qui vont être des données personnelles. Vous pouvez choisir soit d'envoyer un mail pour confirmer le consentement, je comprends que ce soit compliqué à mettre en place, soit de mettre en place un système au niveau de votre SAV disant on interroge bien la personne et on l'informe clairement et on coche. Et dans ce cas-là, vous gardez, c'est pas parfait, mais on est sur une relation qui se fait oralement, vous pouvez garder la preuve que l'appel a été fait tel jour à telle heure et que la personne a dit OK. C'est le même principe. Idéalement, on garde une trace écrite. On peut le faire informatiquement. Je suis d'accord, sauf que vous avez un certain nombre d'appels et que c'est spécifique à la question des services consommateurs. Mais c'est le même principe, la création de compte fidélité en magasin, par exemple. Sans formulaire, où là tout se fait en fait à l'oral et où tout est expliqué au client, du coup au client, mais du coup c'est en caisse qu'on coche qu'il adhère au programme fidélité. Et après, en effet, on a un mail qui part pour une inscription à une application, etc. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de mail... Alors, dans votre mail, prévoyez un lien de déconnexion. Ouais. L'idée, c'est toujours avoir à l'esprit que la personne, elle est en magasin. A priori, vous ne l'avez pas inventé, le client que vous avez en face de vous. Donc, elle est en magasin, elle vous donne ces informations. Ok, elle vous les donne, elle est en droit d'attendre que vous en fassiez effectivement un programme de fidélité avec toutes les actions que ça implique. En revanche, laissez-lui la possibilité de se déconnecter et de refiler ses données. En tout cas, pour vous répondre, monsieur, dans le cas d'une relation téléphonique, le mail, c'est l'idéal d'avoir une trace écrite, mais vous pouvez effectivement garder une case à cocher de la relation téléphonique qui aura eu lieu. C'est pas complètement satisfaisant, mais vous expliquerez au régulateur en cas de contrôle, écoutez, nous, mettre en place l'envoi d'un email, c'est trop compliqué. Si vous pouvez, je vous le conseille vivement. Alors, on revient sur le consentement. Le consentement n'est pas groupé, c'est-à-dire qu'il faut que le consentement soit spécifique. Quand je suis une entreprise lambda et je collecte de la donnée, la personne ne va pas me dire « je suis OK pour que vous collectiez mes données personnelles et que vous en fassiez ce que vous voulez ». Donc posez-vous la question à chaque fois, pourquoi on collecte, qu'est-ce qu'on va en faire exactement? Une information claire, simple et facilement compréhensible. Voilà, la petite chose qui est la 25e clause de vos CGU écrit en caractère 6, c'est pas forcément facilement compréhensible et accessible. Conserver la preuve du recueil du consentement, donc ça c'est un point clé. Et ce consentement il doit être express, donc c'est une action ou une affirmation. On oublie les cases précochées. Si vous
vous avez une plateforme d'inscription en ligne. Alors c'est pas très compliqué, vous oubliez la case précochée, donc vous faites une case qui est décochée et qui est à cocher manuellement. Mais il faut que ce consentement, ce soit une manifestation de volonté. Juste la disposition très générale dans, par exemple, un bulletin d'adhésion disant qu'on est conforme à la réglementation européenne en matière de protection des données et que, par exemple, la donnée ne sera pas utilisée pour une autre finalité que celle, quelque chose de général, c'est acceptable, ou il faut à chaque fois préciser à quelle fin, quelle est la finalité recherchée dans... Alors, le critère de généralité, il est un peu subjectif, et là on va avoir aussi, avec les mots, un peu plus de précision là-dessus. L'idée, c'est qu'effectivement, votre mention, elle est censée dire, voilà ce qu'on va faire avec vos données. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une vision macro. Vous n'allez pas dire, alors on va les envoyer au service RH, et puis le développement commercial va faire ça, et puis notre service marketing va peut-être vous inviter à des événements, etc. Vous pouvez trouver des formulations générales, et ça, sur le site de la CNIL, vous avez pas mal d'accompagnement là-dessus. Il y a par exemple une norme simplifiée qui parle de la gestion des clients et prospects. Bon, ben là-dedans, il y a tout un tas de finalités. Demain, ces mentions, elles vont être étoffées, parce que par exemple, si vous avez un DPO, vous allez donner les coordonnées du DPO. Voilà. Il va y avoir plus de choses que vous allez devoir porter à la connaissance du consommateur. Justement, sans transition, les droits de ces consommateurs, consentement explicite, informé libre, on en a parlé, droit d'accès et de rectification renforcé, le droit à la limitation du traitement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité qu'il soit limité ou suspendu. Droit d'opposition, typiquement, là j'ai plus envie, je vous ai donné mes données, vous en avez fait quelque chose, mais là je n'ai plus envie. Typiquement, dans le cadre d'une opération commerciale, ça peut être, ok, donc je signe mon bulletin, je participe à l'opération commerciale, par contre 3 jours après, je vous envoie un mail pour dire, je ne veux plus que mes données fassent partie. Le droit à l'oubli, ça vous vous en doutez, c'est notamment, typiquement Facebook. Une personne qui décède sur Facebook, elle peut avoir son profil qui est encore actif 3 ans après. Bon, ça, c'est l'idée de dire à un moment, alors sans forcément parler de décès, mais à un moment, j'ai été présent sur un site, j'ai été présent sur un réseau social, etc. Et bien derrière, je bénéficie d'un droit à l'oubli et mes données peuvent être effacées. Le droit à la portabilité, alors ça, je voulais vous en parler rapidement parce que c'est un peu une blague. En fait, c'est très important, mais le droit à la portabilité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous restituez à l'individu ces données dans un format exploitable. Donc, format exploitable, on ne sait pas encore bien ce que c'est, mais imaginons qu'un tableau Excel soit un format exploitable. Donc ça, jusque-là, très bien, sauf que le règlement prévoit aussi que vous puissiez transmettre les données à un autre responsable de traitement pour, quelque part, faciliter et fluidifier l'exploitation. Exemple, vous êtes client du site Amazon. Donc Amazon a tout un tas de données sur vous depuis X années. Et puis vous décidez que Amazon, il y en a marre, et que vous avez plutôt envie d'aller maintenant chez Cdiscount. Bon, et bien donc vous allez demander à Amazon, en théorie, d'envoyer l'intégralité de vos données à Cdiscount dans un format exploitable. Alors très honnêtement, il y a un gros point d'interrogation aujourd'hui sur le comment ça va pouvoir s'appliquer. Nous, on s'est posé la question dans le domaine du petit électroménager. On a un robot connecté, on veut transmettre les données à un concurrent qui crée le même type de produit connecté. Il y a quand même des questions de compatibilité qui semblent compliquées. Donc, gros point d'interrogation sur ce sujet-là. Je voulais vous parler rapidement de profilage, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que le temps passe. Le profilage, il a été défini dans la GDPR. Je ne sais pas si vous avez lu la définition, mais je vais vous la lire rapidement. On parle de toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel, consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. Donc profilage, consentement, opt-in. Voilà. Retenez ça. On en arrive à la responsabilité des sous-traitants. Ça, c'est une nouveauté du règlement.
Vous êtes une entreprise, vous demandez à un prestataire de développer une plateforme pour une application mobile. Donc vous êtes responsable de traitement dans la mesure où c'est vous qui décidez de ce que va faire l'outil au final. Quelle est la finalité et quelles sont les modalités. Et le prestataire est sous-traitant. Alors on dit souvent sous-traitant au sens CNIL. C'est pas de la sous-traitance de droit commun, c'est vraiment celui qui agit au nom et pour le compte d'un responsable de traitement. Bien, donc vous voyez, on vous donne des exemples ici, les intégrateurs de logiciels, les prestataires de services informatiques, les entreprises, les SS2I, les agences de marketing, communication, etc., qui feraient pour vous du profilage, tout un tas d'actions marketing. Ayez juste en tête que jusqu'à présent, la responsabilité, elle était sur vous. Demain, ce sera une responsabilité qui est partagée entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez peut-être entendu parler en 2014 de la sanction Orange. Bon, Orange a été victime d'une fuite de données massive qui concernait plus d'1 million de personnes et a été sanctionnée de ce fait par le régulateur. Il se trouvait que cette fuite, elle avait une raison principale qui était un manquement de la part du sous-traitant et elle avait une raison un peu plus annexe qui était le fait que Orange n'avait pas réalisé les audits de sécurité qu'il devait réaliser et qu'il s'était engagé à réaliser contractuellement et du coup n'avait pas identifié le potentiel risque qui avait amené à cette faille-là. Orange a été le seul condamné. Demain, on aurait le même cas de figure, il y aura une condamnation adressée à Orange et une adressée au sous-traitant. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Baquez bien vos contrats et ayez ça en tête, responsabilité partagée. Je peux être le best in class en termes de protection des données personnelles. Si j'ai un contrat bancal avec mon sous-traitant ou que j'ai un sous-traitant bancal en termes de sécurité des données, ben, ça va complètement faire tomber mon système de protection des données. Personnel, encore une fois. Alors on en arrive ici et c'est la fin. Je vous ai fait une slide qui n'est pas très jolie, j'en suis désolée, mais j'ai essayé de mettre un maximum d'informations là-dedans. L'idée c'est GDPR et e-commerçant d'avoir un peu une feuille de route ici de ce qui est important à avoir en tête pour derrière le traduire en plan d'action. Le ciblage, on en a parlé, résidents européens ciblés. Le DPO, on en a parlé également, posez-vous la question de est-ce que c'est obligatoire ou pas, ou est-ce que c'est fortement conseillé. La minimisation, toujours se poser la question. Donc ici, je pars d'idées de gouvernance à droite pour arriver à des questions plus opérationnelles à gauche. Minimisation, est-ce que je ne collecte que les données strictement nécessaires à ma finalité? Toujours se poser la question et en amont du traitement, voire pour les traitements existants, en réussissant à minimiser les données a posteriori. Le privacy by design, donc je prends en compte dès la conception du produit ou service la question de la protection des données personnelles. Le pendant de ça, c'est que c'est la fin des déclarations aussi. Le recensement, on recense l'ensemble des traitements de données personnelles réalisés. Juste un petit focus par rapport à ça, le règlement parle de data mapping. Il faut absolument, et ça c'est peut-être la première chose à faire, que vous identifiez l'intégralité de vos flux. Bien souvent, on a une vision assez générale des flux de données entre les systèmes, de comment ça interagit et quel système nourrit quel système. Il y a tout un tas de flux annexes qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc, trouver un moyen, effectivement, de réaliser un data mapping qui va se répondre avec le recensement des traitements. Parce que vous aurez fait votre data mapping, vous serez en capacité de remplir votre recensement des traitements. Ou parce que vous allez commencer votre recensement des traitements, vous allez identifier des zones d'ombre dans votre data mapping. Et donc ayez bien en tête cette opération. Le consentement, mettre en place des opt-in, profilage et transmission à des tiers, ça aussi transparence. Donc vous transmettez à des tiers pour une raison X ou Y, parce qu'une agence marketing va organiser des événements pour vous. Et bien très bien, je suis transparente avec la personne au moment de la collecte des données. Et les niveaux de préférence de cookies qui sont à paramétrer. Proposer des options de préférence et que vous n'allez pas juste dire on utilise des cookies, parce qu'il y a plusieurs natures de cookies, il y a des cookies purement à des fins publicitaires, il y a voilà, tout un tas de cookies, donc il faut que la personne soit en capacité de paramétrer ça, et là encore que vous soyez transparent sur ce que vous en faites.
La portabilité, donc c'est ce dont je vous parlais, restituer dans un format exploitable au client ou à un autre responsable de plateforme, et la notification des failles de sécurité. Petit sujet délicieux que je gardais pour la fin. Donc en gros, vous avez une faille de sécurité, vos données fuitent. Alors faille de sécurité, c'est, entendez-le au sens large. Ça peut être, j'envoie un fichier avec toutes les données de mes consommateurs à la mauvaise personne et ça part en externe, etc. Ou j'ai un problème sur un data center et là il y a une fuite de données qui fait que toutes mes données se retrouvent sur Internet. Nous aurons 72 heures pour notifier cette faille à la CNIL. Et éventuellement aux personnes concernées, si encore une fois cela présente un risque élevé. Alors là effectivement, si la CPAM se fait hacker, bon, ben, il y aura un risque élevé, je pense. Après, sur le niveau de risque élevé, on n'est pas encore très au clair sur quels sont les critères. 72 heures à partir du moment où la société... J'allais y venir, alors c'est la grande question. 72 heures à partir de quand 72 heures en fait. Mon approche, qui est l'approche d'un certain nombre de personnes, c'est de dire il faut qu'on ait quand même un niveau de connaissance suffisant de la faille. Ça ne sert à rien d'alerter, d'appeler la CNIL en disant là c'est la catastrophe, on a une énorme faille de sécurité, si on est incapable en interne d'en connaître les contours et les périmètres. Parfois on a très peur et en fait la faille arrive à être maîtrisée et du coup la fuite de données n'est pas si importante que ça. On va avoir là-dessus des guidelines et des critères plus précis. Mais effectivement, une approche qui serait pragmatique serait de dire c'est 72 heures à partir de la bonne connaissance de la faille en interne. Voilà. C'est pas juste quand j'en ai connaissance que j'alerte tout le monde. Je fais un petit travail d'analyse qui me permet derrière de donner des informations fiables aux régulateurs. Il y a eu des cas, notamment en Angleterre, de breaches comme ça qui ont été signalés trop vite. En fait, ça a fait un super bad buzz dans la presse, ça a eu des conséquences terribles sur la réputation de l'entreprise, alors qu'en fait, la faille s'est révélée être 5% de ce qu'on craignait au début. Voilà, donc posez-vous vraiment la question de la maîtrise de votre risque par rapport à l'opportunité. Et j'en ai fini avec cette slide. L'idée, c'était de vous dire... là, je vous parle beaucoup de contraintes et vous devez être assommés par tout ça, mais c'est de dire, voilà, on peut aussi voir la GDPR comme une opportunité. Et c'est aussi, nous, en tant que citoyens et consommateurs, on a envie que nos données ne soient pas partout et qu'on en fasse n'importe quoi. Dites-vous que dès lors que vous vous mettrez en conformité et surtout que vous serez transparent avec vos consommateurs, il y a une relation de confiance qui se crée et qui vous permettra, par un système de vases communicants et de cercles vertueux, de collecter la donnée dont vous avez besoin et du coup de mieux cibler vos offres et d'avoir une relation privilégiée avec vos consommateurs. Je mets ça entre guillemets parce que c'est différemment vrai en fonction des domaines dans lesquels vous travaillez, mais en tout cas, les entreprises aujourd'hui qui collectent le plus de données et arrivent à en faire le plus de choses intéressantes pour orienter leur R&D, orienter leur prospection commerciale et tout, sont celles qui font les choses en toute transparence. Et j'ai terminé. Donc je vous ai juste mis ici quelques liens vers des lectures. Si vous êtes complètement abattu par la présentation qui vient de se passer, sachez qu'il y a des outils. Donc d'abord tout simplement sur le site de la CNIL, le guide du sous-traitant par rapport à la responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut vous faire une espèce de checklist pour vos négos de contrat avec vos sous-traitants. Règlement européen, se préparer en 6 étapes, ça c'est une petite page avec les 6 points principaux à envisager. Le règlement européen, qu'est-ce qui change pour les professionnels? Alors ça, je vous invite à le lire parce que c'est assez bien fait. Ça reprendra voilà, les grands points clés. Et vous avez ensuite 2 petites lectures, et notamment celle-ci que je trouve vraiment pas mal. GDPR, c'est maintenant pour les e-commerçants, où là, on rentre plus dans le détail technique de cryptage, de mesures de protection de votre donnée, de mesures de protection liées à vos data centers et au stockage de la data, etc. Et qui est, je trouve, assez bien fait. J'ai terminé, on a un peu dépassé, il est 10h15, donc je suis à l'écoute de toutes vos questions si vous en avez. Vous avez dit tout à l'heure que le PO, pardon,